Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter mon ami Stéphane Zagdanski, qui est un grand lecteur de Proust. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui m'avait invité à le lire il y a une quinzaine d'années. Effectivement, Proust, ça tient la route. Je l'avais rappelé pour lui dire oui, ça tient la route. Et il publie en septembre, il a publié un nouveau roman intitulé Chaos brûlant, que je tiens personnellement pour un des livres les plus importants des dernières années, qui a comme prétexte l'affaire DSK, et qui évidemment, à partir de cet épiphénomène, euh, est une lecture du monde dans lequel nous essayons de vivre aujourd'hui. Donc tout à l'heure, il viendra nous donner quelques éléments de son analyse de l'œuvre de Marcel Proust. Alors, évidemment, mon obsession l'année dernière, c'était, quand je parlais de Kafka, c'était cette histoire de parole, de transmission de la parole, de vérité, et aussi de cette chose étrange qu'on appelle de temps en temps la réalité, et qui a fini par ne recouvrir que les choses qui se passent dans la rue, alors qu'évidemment la réalité, elle se passe tout autant dans les œuvres que dans le monde extérieur. Le passage que j'ai choisi, l'extrait que j'ai choisi, est issu donc de Proust, du Temps retrouvé. Je vais vous le lire évidemment tout à l'heure, mais en introduction, je voulais vous rappeler ce que j'avais dit l'an dernier, qui est que dans la transmission de la parole, dans sa fluidité, il y a des barrages, il y a des freins, il y a des choses qui empêchent la fluidité de la parole. Parmi ces choses, il y a l'histoire, il y avait le dessin, l'illustration, toute l'iconographie, tout ce qui peut pousser à une forme d'idolâtrie. L'image, le cinéma, mais aussi les écrans, font justement une sorte d'écran, font un barrage à la phrase, à la parole, et donc par conséquent à la pensée. Car, évidemment, je ne peux pas commencer ce séminaire sans vous rabâcher cet extrait d'Acheminement vers la parole d'Heidegger, où à mon avis il y a absolument tout. Du mot, la pensée, l'équilibrant en toute rigueur, il ne serait plus jamais permis de dire « il est », mais au contraire, il donne, es gibt, et cela non pas au sens où il y a des mots, mais où le mot même donne, das Wort selber gibt, le mot, ce qui donne. Donne quoi? Suivant l'expérience poétique et suivant la plus ancienne tradition de la pensée, le mot donne l'être. Donc c'est pas simplement parce que les mots sont accolés entre eux, font des paragraphes, que c'est intéressant. C'est parce que derrière le mot donne quelque chose, il se donne d'ailleurs, il donne l'être. Donc s'il n'y a pas de transmission possible, s'il n'y a pas de fluidité du mot, il n'y a simplement pas d'apparition de la pensée. Et c'est pour ça que ce qui bloque la pensée, donc la liste que j'ai commencé, que je vais terminer, est un obstacle à toute forme de littérature possible. La commémoration est un blocage de la pensée. Le plagiat, les hommages, les clichés, Internet par exemple, dont on va parler longuement aujourd'hui, est une sorte de barrage à la pensée, contrairement à une idée reçue. Parce qu'on croit que c'est hyper fluide Internet, mais pas du tout. C'est quelque chose qui permet d'amasser des collections et des collections d'archives à l'infini. Et c'est notre ennemi, l'archivage. L'archivage, c'est déjà le début du monument, parce qu'en empilant des données, on construit un monument, on entasse des pierres, on construit une statue. Et la mémoire, précisément, on l'a vu l'an dernier, c'est un processus qui permet d'oublier et non pas de se souvenir. Et l'oubli est fondamental pour la fluidité de la parole. Et Internet fait obstacle à ça. Il a une tête de fluidité, mais en fait, il n'opère qu'une chose, c'est la rétention. Il n'arrête pas d'empiler les informations. Il n'arrête pas d'empiler les informations sur les individus, mais aussi, vous pouvez avoir accès à Internet, et on parle de ça comme d'un exploit, alors que c'est le contraire, à des livres totalement oubliés sur des sujets qui ne passionnent plus personne, et des livres, les ouvrages, les livres doivent être oubliés, en tout cas les mauvais. Les livres anecdotiques, Ulysse de Joyce va rester, je ne me fais aucune inquiétude pour lui. Mais un manuel du XVIe siècle sur les ongles ou sur les orteils, ou un roman réaliste du XIXe siècle, ou l'œuvre intégrale de Paul Bourget, je me moque complètement qu'elle reste, elle n'a pas à rester. Il faut savoir aussi oublier ce qui a été produit. Et Internet ne le sait pas. Et la deuxième gravité d'Internet, évidemment, et on en reparlera également tout à l'heure, c'est la médisance, qui est un énorme péché dans la tradition juive. Internet, donc, empile et médit. Les images d'Épinal sont un ennemi de la transmission de la parole, et même de la parole. L'exactitude, la vérité, oui, l'exactitude, non. L'exactitude, c'est souvent un écran de fumée qui permet à la pensée de ne pas pouvoir se hisser jusqu'à la lueur. L'objectivité,
n'a souvent servi qu'à voiler sous un discours technocratique la véritable pensée. Les proverbes, qui sont simplement des photocopies de clichés, la rhétorique, l'éloquence, donc le langage technique, tous les modes d'emploi, les machines à laver, etc. Voilà. La péroraison, évidemment, qui est un des sujets du texte de Proust que je vais lire aujourd'hui. L'indignation, mais l'indignation mécanique, l'indignation toute faite, l'indignation dans tout ce qu'elle a d'exagéré. Et, ce qui est moins politiquement correct, la compassion, d'une certaine manière, on le verra avec un petit exemple tiré de Nietzsche, la compassion peut être un obstacle au véhiculement et à la fluidité de la parole. Alors, je vais vous lire l'extrait de Proust. Je vais le situer dans un paragraphe plus large et ensuite je vais me recentrer sur quelques lignes. Quant au changement qui a fait... Pardon, je recommence. Je ne suis pas réputé pour lire très bien. Je vais faire un effort. Je bafouille. Je vais me concentrer, c'est bon. Quant au changement qui avait affecté les plaisirs de M. de Charlus, il resta intermittent, entretenant une nombreuse correspondance avec le Front. Donc là, on est en 1915. Il ne manquait pas de permissionnaires à ses murs. Au temps où je croyais ce qu'on disait, j'aurais été tenté, en entendant l'Allemagne, puis la Bulgarie, puis la Grèce protester de leurs intentions pacifiques, d'y ajouter foi. Mais depuis que la vie avec Albertine et avec Françoise m'avait habitué à soupçonner chez elle des pensées, des projets qu'elle n'exprimait pas, je ne laissais aucune parole, juste en apparence, de Guillaume II, de Ferdinand de Bulgarie, de Constantin de Grèce, tromper mon instinct qui devinait ce que machinait chacun d'eux. Et sans doute mes querelles avec Françoise, avec Albertine, n'avaient été que des querelles particulières, n'intéressant que la vie de cette petite cellule spirituelle qu'est un être. Mais de même qu'il est des corps d'animaux, des corps humains, c'est-à-dire des assemblages de cellules dont chacun par rapport à une seule est grand comme le Mont Blanc, de même il existe d'énormes entassements organisés d'individus qu'on appelle nations. Leur vie ne fait que répéter en les amplifiant la vie des cellules composantes. Et qui n'est pas capable de comprendre le mystère, les réactions, les lois de celles-ci, ne prononcera que des mots vides quand il parlera des luttes entre nations. Mais s'il est maître de la psychologie des individus, alors ces masses colossales d'individus conglomérés, s'affrontant l'une l'autre, prendront à ses yeux une beauté plus puissante que la lutte naissant seulement du conflit de deux caractères. Et il les verra à l'échelle où verrait le corps d'un homme de haute taille, des infusoires dont il faudrait plus de 10 000 pour remplir un cube d'1 millimètre de côté. C'est microcellules, hein, les infusoires. Tels, les êtres unicellulaires. Telle, depuis quelque temps, la grande figure France remplie jusqu'à son périmètre de millions de petits polygones aux formes variées, et la figure remplie d'encore plus de polygones, Allemagne, avait entre elles deux de ces querelles. Ainsi, à ce point de vue, le corps Allemagne et le corps France, et les corps alliés et ennemis, se comportaient-ils dans une certaine mesure comme des individus. Mais les coups qu'ils échangeaient étaient réglés par cette boxe innombrable dont Saint-Loup m'avait exposé les principes. Et parce que même en les considérant du point de vue des individus, ils en étaient de géants assemblages. La querelle prenait des formes immenses et magnifiques, comme le soulèvement d'un océan aux millions de vagues qui essaye de rompre une ligne séculaire de falaises, comme des glaciers gigantesques qui tentent, dans leurs oscillations lentes et destructrices, de briser le cadre de montagne où ils sont circonscrits. Malgré cela, la vie continuait, presque semblable, pour bien des personnes qui ont figuré dans ce récit. Et notamment pour M. de Charlus et pour les Verdurins, comme si les Allemands n'avaient pas été aussi près d'eux, la permanence menaçante, bien qu'actuellement enrayée, d'un péril nous laissant entièrement indifférents si nous ne nous le représentons pas. Les gens vont d'habitude à leur plaisir sans penser jamais que, si les influences étiolantes et modératrices venaient à cesser, la prolifération des infusoires atteignant son maximum, c'est-à-dire faisant en quelques jours un bond de plusieurs millions de lieues, passerait d'un millimètre cube à une masse un million de fois plus grande que le Soleil, ayant en même temps détruit tout l'oxygène, toutes les substances dont nous vivons, et qu'il n'y aurait plus ni humanité, ni animaux, ni terre, ou sans songer qu'une irrémédiable et fort vraisemblable catastrophe pourra être déterminée dans l'éther par l'activité incessante et frénétique que cache l'apparente immutabilité du Soleil. Ils s'occupent de leurs affaires, sans penser à ces deux mondes, l'un trop petit, l'autre trop grand, pour qu'ils aperçoivent les menaces cosmiques qu'ils font planer autour de nous. C'est là que je vais commencer mon effet zoom, en revenant quand même sur ce que je viens de dire. Tels les Verdurins donnaient des dîners, puis bientôt Madame Verdurin seule, car Monsieur Verdurin mourut à quelque temps de là,
Et M. de Charlus allait à ses plaisirs, sans guère songer que les Allemands fussent, immobilisés il est vrai par une sanglante barrière toujours renouvelée, à 1 heure d'automobile de Paris. Les Verdurins y pensaient pourtant, dira-t-on, puisqu'ils avaient un salon politique où on discutait chaque soir de la situation, non seulement des armées, mais des flottes. Ils pensaient en effet à ces hécatombes de régiments anéantis, de passagers engloutis, mais une opération inverse multiplie à tel point ce qui concerne notre bien-être et divise par un chiffre tellement formidable ce qui ne concerne pas, que la mort de millions d'inconnus nous chatouille à peine et presque moins désagréablement qu'un courant d'air. Madame Verdurin, souffrant pour ses migraines de ne plus avoir de croissant à tremper dans son café au lait, avait fini par obtenir de Cottard une ordonnance qui lui permit de s'en faire faire dans certains restaurants dont nous avons parlé. Cela avait été presque aussi difficile à obtenir des pouvoirs publics que la nomination d'un général. Elle reprit son premier croissant le matin où les journaux narraient le naufrage du Lusitania. Tout en trempant le croissant dans le café au lait et donnant des pichenettes à son journal pour qu'il puisse tenir grand ouvert sans qu'elle eût besoin de détourner son autre main des trempettes, elle disait « Quelle horreur! Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies. » Mais la mort de tous ces noyés ne devait lui apparaître que réduite au milliardième, car tout en faisant la bouche pleine ces réflexions désolées, l'air qui surnageait sur sa figure, amené là probablement par la saveur du croissant, si précieux contre la migraine, était plutôt celui d'une douce satisfaction. Alors là, c'est absolument fabuleux tout ce qui se passe dans ce que je viens de vous lire. Il y a absolument tout. Il y a absolument tout. Et le sujet, évidemment, là encore, est la parole. La parole est, d'une certaine manière, un autre obstacle qu'on a mal étudié l'an dernier, qui est d'abord l'habitude, le réflexe conditionné, le réflexe d'indignation, mais aussi l'habitude, on va le voir, que Swann a de continuer ses plaisirs, et également cette manière de recevoir la réalité par les journaux, et donc de la commenter, mais de la commenter de manière totalement factice, totalement artificielle. D'abord, je trouve que ce passage annonce évidemment la paranoïa de Céline. Car si on veut bien comprendre la paranoïa de Céline et sa littérature, on voit que l'ennemi numéro 1 de Céline, c'est l'invisible. Et l'invisible, et Proust l'annonce de manière géniale, de manière fabuleuse, l'invisible, il est à la fois microscopique et macroscopique. Céline a fait sa thèse de médecine sur Semmelweis, qui était un obstétricien qui a constaté que lorsqu'on se lavait les mains, et donc on éliminait les microbes, les virus et les miasmes, les femmes connaissaient un taux de mortalité moindre lorsqu'elles accouchaient. Et cette fascination de l'invisible microscopique de Céline, on le retrouve de manière macroscopique dans ses théories du complot, dans sa haine des Juifs, dans la trouille au ventre qu'il a que quelque chose d'invisible se prépare. Et donc cette invisibilité, on la retrouve sous deux formes, microscopique et macroscopique, sous la forme du miasme, sous la forme médicale, clinique, et sous la forme du juif, celui qui menace le corps social, celui qui menace la planète, comme si la planète était un corps vivant. Et il y a des passages de Céline, mais ils sont très très nombreux, où, par une sorte d'effet zoom, Céline parvient à rendre l'humain microscopique ou inversement à rendre le microbe humain, notamment dans l'école des cadavres. Et là, je rebondis là-dessus, parce que Proust ouvre Céline. Ils s'occupent de leurs affaires sans penser à ces deux mondes, l'un trop petit, les miasmes, l'autre trop grand, donc le péril international, la menace, si vous voulez, le péril juif, pour Céline, pour qu'ils s'aperçoivent les menaces cosmiques qu'ils font planer autour de nous. Ça plane. Ce qu'on ne voit pas, par définition, plane. Et Céline a évidemment des successeurs, non pas dans son génie littéraire, mais dans sa paranoïa. À chaque fois, le révisionnisme, ce n'est rien d'autre qu'une théorie du complot où on nous cache des choses, c'est-à-dire que c'est l'invisible qui est aux manettes. Et c'est aussi pour ça que les révisionnistes sont autant obsédés par l'affaire, le problème juif, comme ils disent, que par les microbactéries ou le cyclone B qu'on peut voir apparaître dans les camps. Ce sont toujours des spécialistes de chimie, les révisionnistes, c'est normal. Leur attirance pour le macroscopique invisible n'a comme corollaire que leur fascination pour le microscopique invisible. Donc les mêmes qui sont experts de relations internationales, soi-disant, sont évidemment experts des microbes
et du Zyklon B en parallèle. Alors voilà une manière dont Céline ramasse ces deux obsessions microscopiques et macroscopiques. Et je suis content de faire parler Proust et Céline dans cette première approche de Proust, parce qu'évidemment, je pense qu'on ne peut pas comprendre le XXe siècle si on n'a pas lu de très près ces deux œuvres qui sont, à mon avis, pour la France, celles qui nous permettent de comprendre comment la parole a pu penser le XXe siècle. Nous périrons sous les vainqueurs si c'est les fascistes qui gagnent, allemands, italiens, espagnols. Nous périrons sous nos alliés si c'est leur victoire, la victoire démocratique, la victoire des Juifs. Ça revient exactement au même d'une façon ou de l'autre. On sera saigné au finish, à blanc. Une autre victoire comme 18 et c'est la fin. La ruée suprême sur le patrimoine autochtone. La ruée des 1000 ghettos du monde sur ce qu'il reste de l'Empire franc. Vous m'en donnerez des vaches nouvelles communistes, frémissant de juiverie, cancre extasié, pharo cocu, jobard incoercible, poire benette, si vous en rescapez. S'il en survit un seul de ces effroyables vêpres, et ça sera miracle, vous m'en narrerez de merveilleuses. Ils joueront vos osselets aux puces, vous entendez? Vos remplaçants, vos héritiers super émancipants, vos grands frères de coalition, vos osselets d'antifascistes, de héros libérateurs, aux puces. Ce sera enfin la bonne vie de Touraine en Côte d'Azur pour toutes les hordes persécutées, depuis des siècles qu'on leur promet. Grouillerie, alors ça commence, grouillerie afro-asiate, proche-orientale, furioso-démocrate, égalitariste, justicière, revendicatrice, superhumaine, soviétigène. Tout ça joliment francophage, radiné en trombe à la trompette juive, la racaille, arméno-croate, bourguibiane, valachoïde, arménioque, roumélianesque, toute la polichinellerie balkane en folle triomphale ventrerie. Vous serez servis, voltigeurs, la plus gigantesque aubaine de carambouillage jamais vue. Ça va dévaler en délire après la victoire démocrate dans vos sillons, vos campagnes. Ça va renverser vos montagnes, tellement qu'ils seront tous empressés de vider, retourner vos bleds, vos émancipatrices cités, vos dernières boutiques, les gars, d'enculer vos fils, vos compagnes. Ce sera la nouba kabbalique, le faridon du paradis pour toutes les crouilleries youpas, la grande ruffianerie internationale au ralliement de la Marseillaise. On va se marrer 2 minutes. Vous serez racornis, tamisés à zéro. Vous serez éteints, vaporisés. Ils sont encore des millions d'autres, et puis encore des millions d'absolument pareils aux mêmes, et vous les oubliez toujours dans vos lyrismes avariés, vos confuseries pérorantes, là-bas tassés qui se consument, des rats frémissants, peladés, pestilents, chassieux, réprouvés, persécutés, nécrophages, martyrs démocrates, qui se rongent de mille envies dans les tréfonds bessarabiens, hindoustagènes, kirghizaniques. Pensez, pensez toujours à eux, ils pensent toujours, toujours à vous. Vous voyez comment la grouillance est montrée. Il arrive à mêler le microscopique et le macroscopique. Et peut-être que le XXe siècle, la parole célinienne du XXe siècle est là pour dire ça, jusque dans sa furie, jusque dans sa folie. Et Proust, finalement, annonce avec un calme scolaire, avec un calme très cartésien, quelque chose qui va déborder ce cadre. Et c'est intéressant de voir que là, on est en 1915 dans Proust, et là, on est dans les années 30 avec l'École des cadavres. On voit comment la parole du XXe siècle va dire cette association du microscopique et du macroscopique. Alors on y va. Tels les Verdurins. Alors juste une chose. Dans la première partie, on voit que ce qui va être cassé, avant que je vous lise l'extrait, on voit que ce qui va être cassé, c'est les habitudes de Swann, les habitudes des Verdurins. Les gens vont d'habitude à leur plaisir, sans penser jamais que si les influences étiolantes et modératrices, etc. Et en lisant, je voulais introduire aussi le livre de Stéphane comme ça, en lisant Chaos brûlant de Stéphane Zagdanski, je tombe sur un passage où Benjamin Brafman, l'avocat de DSK, explique à quel point l'habitude d'être tranquille, l'habitude d'être heureux n'est absolument pas une garantie que ça ne va pas recommencer. Et là, en l'occurrence, la Shoah. Donc je cite Stéphane Zagdanski citant Brafman, donc dans Chaos brûlant. Vous pensez que cela ne peut pas à nouveau se produire? Pourquoi? Parce que vous avez de belles vies, que vous vivez à une époque civilisée? Nous avions une belle vie, nous vivions une époque civilisée, nous étions heureux et complaisants, mais nous n'étions pas vigilants, et nous avons marché droit vers l'Holocauste. Nos voisins, toute une nation d'hommes et de femmes ordinaires, cultivés, intelligents, courtois, se sont transformés en monstrueuses bêtes meurtrières qui s'acceptèrent de l'humanité et nous imposèrent un degré de brutalité indescriptible aujourd'hui, indescriptible alors, et que nul n'aurait pu prévoir. Et pourtant, c'est exactement ce qui a eu lieu. Ce fut même pire que le pire récit véritable que pourrait vous faire un survivant,
parce que le cerveau n'est pas capable d'absorber tant de douleur sans exploser. Voilà pourquoi même les survivants, ceux qui ont tout vu, ne peuvent pas rendre compte de toute l'atrocité de cette expérience, de ses plus violents détails. Seule une victime comme moi, seul quelqu'un qui n'a pas survécu, peut vous dire toute la vérité, la maléfique, la démente, l'horrible, la terrible vérité de notre meurtre, de 6 millions de meurtres. Voilà, mes amis, pourquoi j'ai choisi de vous parler par la bouche de mon petit-fils, parce qu'en fait, Braffman fait parler son grand-père. Mon nom est Yechiel Michael Friedman, j'ai été assassiné à Auschwitz, ne m'oubliez jamais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la parole, et là c'est très fort, c'est-à-dire que seul quelqu'un qui n'a pas survécu peut dire le XXe siècle, et peut dire, en l'occurrence, la Shoah. Seul quelqu'un qui n'a pas survécu. Et ce n'est pas un hasard si un des plus grands livres écrits sur la Shoah est sans doute, le livre d'Imre Kertész, Être sans destin, qui a utilisé une prose quasiment kafkaïenne pour dire la Shoah. Ce n'est pas une écriture journalistique, ce n'est pas sur le mode du témoignage, ce n'est pas sur le mode du reportage, c'est sur le mode romanesque. C'est-à-dire que une manière de pouvoir dire le XXe siècle et ses atrocités et ses aberrations et son impensable et son impensé peut, une manière, mais sans doute la seule, doit être la manière, non pas littéraire, mais celle de la parole, et donc celle de la littérature. Car ne jamais confondre le littéraire, qui est une affaire de grammaire et d'agrégé, et la littérature, qui est une affaire de parole, et souvent de solitude. Tels les Verdurins donnaient des dîners, puis bientôt Madame Verdurin seule, car Monsieur Verdurin mourut à quelque temps de là, et Monsieur de Charlus allait à ses plaisirs, sans guère songer que les Allemands fussent, immobilisés, il est vrai, par une sanglante barrière toujours renouvelée, à 1 heure d'automobile de Paris. La première chose qui frappe dans cette phrase, c'est la manière dont, entre parenthèses, Proust nous dit « Puis bientôt Madame Verdurin seule, car Monsieur Verdurin mourut à quelque temps de là ». C'est-à-dire qu'en fait, on apprend la mort de Monsieur Verdurin dans une parenthèse. C'est-à-dire qu'en fait, Monsieur Verdurin n'était qu'une excroissance de sa femme, et sa mort est tout à fait anecdotique, du moment que la vie de sa femme puisse continuer, puisque les Verdurins, finalement, il suffit que l'un des deux membres l'incarne, et les Verdurins peut continuer en tant qu'entité sociale. Et une entité sociale qui a un discours tout fait, finalement, n'a pas besoin que ces deux membres soient réunis. Il suffit qu'un seul le représente. Et finalement, le cliché du salon littéraire pourra continuer. Tels les Verdurins donnaient des dîners, donc les Verdurins continuera sans monsieur. Et d'ailleurs, ça n'a pas l'air vraiment d'affecter sa femme. Avec autre chose qui est fabuleuse, c'est qu'on est en 1915, donc la guerre est à son comble. Et M. Verdurin, on ne précise pas là, dans l'extrait de quelle manière il meurt. Donc sa mort est totalement naturelle. On sent qu'il n'est pas mort au combat, ça c'est clair. Il meurt à quelque temps de là, mais dans la phrase il est dit, il est vrai, alors, sans guère songer que les Allemands fussent immobilisés, il est vrai, par une sanglante barrière toujours renouvelée, à 1 heure d'automobile de Paris. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la guerre est décrite ici dans son exactitude, dans sa précision. Et d'ailleurs, sa précision temporelle vaut de précision géographique. C'est-à-dire que les Allemands sont à 1 heure d'automobile de Paris. Cette phrase est géniale, parce qu'en même temps que la guerre est considérée comme aux portes de Paris, elle est donnée dans une imminence technique à 1 heure d'automobile de Paris, c'est-à-dire qu'elle est livrée dans sa technicité. Il n'y a pas de flou, elle est livrée dans une précision, dans une exactitude. À 1 heure de Paris, la mort est possible. Alors que dans ce Paris qui ne va pas au front, dans ce Paris des gens qui sont derrière, qui est le Paris de M. Verdurin et de ses clichés, lui, il est épargné par ce danger, et donc il a pris son temps pour mourir naturellement, sans aucune technicité, dans un flou poétique total, car M. Verdurin mourut à quelque temps de là, mais on a l'impression d'une forme de tranquillité totale. Et surtout, le fait que Proust ne précise pas de quoi, réserve évidemment le côté clinique à la guerre, le côté médical à la guerre, et donne au flou de la mort de M. Verdurin un aspect finalement totalement insouciant et d'une certaine tranquillité. Tels les Verdurins donnaient des dîners. On voit aussi le côté automate là, des dîners qui sont donnés. C'est-à-dire qu'on ne donne pas du tout de renseignements sur à qui sont donnés ces dîners, pourquoi ils sont dînés. Ils donnent mécaniquement des dîners, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'habitude, dans une sorte d'automatisme commencé avant et qui perdurera après. Et on va voir ce qui va se passer, c'est-à-dire que
cet automatisme de donner des dîners sans raison, sans finalité, sans cause, sans effet d'ailleurs, sans rien, va installer le côté figé de la pensée et va signifier déjà la mort de la parole. Déjà par cette habitude dont on a parlé tout à l'heure, il y a une sorte d'habitude du dîner donné. Je vais vous citer une phrase de mon maître, Peggy, dans Note conjointe sur M. Descartes. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, et même de se faire une mauvaise âme, c'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Et donc là, on est au paradis de l'âme habituée. Il parle d'incroyable manque de prise de la grâce dans un monde habitué. Il y a dans le monde et dans l'homme deux limitations. C'est marrant parce que ça a été écrit justement en juillet 1914, cette phrase de Peggy, enfin, ce texte de Peggy. Donc c'est totalement contemporain de ce que vivent les Verdurins. Il y a dans le monde et dans l'homme deux limitations et pour ainsi dire deux manquements de Dieu. Deux limitations de l'action de Dieu. Deux limitations, deux manquements de l'action de la grâce. Ou plutôt, la volonté de Dieu a créé, c'est créer deux limitations et pour ainsi dire deux manquements. L'un est la liberté de l'homme dans l'ordre de la vie, l'autre est la force de l'habitude dans l'ordre de l'amortissement et de la mort. C'est bien la mort de la parole à laquelle on va assister. Une parole figée, une parole prise dans la glace, qui est la définition de l'enfer. L'habitude n'est pas seulement une étrangère qui supplante en nous la raison, et une habile ménagère qui s'installe dans la maison. Elle est une des deux pièces essentielles du mécanisme et de l'articulation de l'homme. Tant que l'homme est inhabitué, tant qu'il est nouveau et spirituellement jeune, la liberté de l'homme s'articule hermétiquement sur la grâce pour la vie éternelle et pour le salut. Le résultat de ce libre jeu exact est le salut et la vie éternelle. L'habitude est celle qui encrasse cette articulation. Tout ce qu'elle prend sur la nouveauté, sur la liberté de l'homme, est pris ainsi sur la grâce et prépare l'amortissement et la mort. Tout cet enduit dont elle recouvre la liberté de l'homme, tout cet enduit de vieillissement empêche de jouer la libre articulation de la liberté sur la grâce, et ainsi il empêche, et d'autant, la grâce de prendre sur la liberté. L'habitude, c'est ce qui encrasse. Ça annonce la rouille, ça annonce la mort. Et donc là, on a affaire à des automates, d'ailleurs tels les Verdurins. Les Verdurins sont pris ici comme une sorte d'exemple tel. Voilà, je vais vous donner un exemple. Pour illustrer mon propos, je vais donc prendre un avatar humain de mon propos, des êtres humains, des personnes. D'ailleurs, il dit la vie continuait presque semblable pour bien des personnes qui ont figuré dans ce récit. Donc là, il prend des figures. Il va incarner son propos par des figures. Donc les Verdurins ont valeur d'exemple et d'illustration. Donc ils sont déjà morts. Tels, les Verdurins, le mot tel annonce déjà qu'on va parler de personnages qui sont toujours déjà morts. Donner des dîners, donc aveugles, puis bientôt Madame Verdurin seule, pas Madame Verdurin veuve, hein, Madame Verdurin seule, car son mari est mort, donc elle continue comme une bille qui a été lancée sur un plan incliné. Il y avait deux billes avant, il n'y en a plus qu'une, il n'y a aucune raison pour que la première bille ne roule pas, sous prétexte que la première n'est plus là. Donc la bille roule. Et M. de Charlus allait à ses plaisirs, pardon possif, il allait à ses plaisirs, il va quoi. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la guerre qui est annoncée comme quelque chose d'immobile aux abords de Paris. La guerre est quelque chose qui est dans la rétention, qui est immobile. Et en revanche, et c'est ça qui est génialissime dans ce passage de Proust, c'est que la mobilité, l'immobilité, elle est du côté de la guerre, alors qu'on a l'impression que ça va être le contraire, que la guerre, ça va être le lieu de la mobilité absolue. Non, la mobilité, elle est du côté de Charlus, qui va à ses plaisirs, qui se balade finalement. Il allait à ses plaisirs, il y a une idée de mouvement là-dedans. Et la guerre, elle est figée, précise, à un lieu donné. Elle est comme enlisée dans un bloc. Et donc la mobilité, elle est du côté de Charlus et de ses plaisirs. Alors ces plaisirs sont pluriels, ce qui rajoute une sorte de mobilité, c'est une sorte de mobilité au carré ou au cube. Il en a plusieurs, donc il va aller à plusieurs plaisirs, donc à plusieurs endroits, donc c'est une mobilité absolue, totale, une liberté. Sans guerre, songez que les Allemands fussent... Là, je ne peux pas m'empêcher, sans faire du lacanisme, sans guerre, songez, c'est quand même étonnant, dans un passage qui ne parle que de la guerre, qu'on est là, Charlus, sans guerre, songez, on peut évidemment penser à un jeu de mots. Je me fiche complètement de savoir si ce jeu de mots est conscient ou pas, ce n'est pas le propos. On ne va pas rentrer ici dans le débat, est-ce que l'auteur a voulu dire que ça? C'est un débat qui ne concerne que les lycéens qui passent le bac français. Mais au-delà, on fait ce qu'on veut. Donc, sans guerre, évidemment, sans guerre, songez. C'est-à-dire que là, évidemment, Charlus, il est sans guerre. G-U-E-2-R-E.
il est évidemment sans guerre, donc il est mobile dans son sans guerre. Sans guerre songer, vous voyez d'ailleurs que là, le domaine du songe est très étonnant et très fort. Il est dans ses songes. C'est-à-dire que d'un côté, on a la guerre clinique et millimétrée et chronométrée qui est là, techniquement installée, et de l'autre, on a le domaine du flou, du songe. Certains donnent des dîners, on ne sait pas à qui, à des ectoplasmes, sans raison, et Charlus, lui, il est dans un songe, sans guerre, songer. S'il pense à la guerre, il n'y pensera pas, il y songera peut-être, et encore, c'est absolument pas dit. Que les Allemands fussent immobilisés, il est vrai. Le il est vrai est très important, parce qu'on parlait des songes de Charlus ou des non-songes de Charlus, mais le il est vrai, qui paraît incident, qui paraît juste un petit détail, qui paraît presque du bavardage, mais ça n'en est évidemment pas. Il n'y a pas une virgule dans Proust qui soit du bavardage. Il pensait, immobilisé, il est vrai, par une sanglante barrière toujours renouvelée. Le il est vrai est important, c'est-à-dire que la vérité, elle est quand même là. Il est vrai. Mais le il est vrai du langage mondain, il est vrai que est quelque chose qui ne se voit plus. Or pourtant là, il faut faire un effet zoom sur la vérité est que, tandis que l'un est dans le faux ou dans le songe, la vérité vraie, technique, c'est que les Allemands, eux, sont vraiment aux portes de Paris. Il est vrai. Ce il est vrai incident, ce il est vrai évasif, ne l'est pas du tout ici. Le il est vrai est détourné de sa fonction pour parler en fait de quelque chose, car il est vrai est un cliché, c'est un tic de langage. C'est comme quand on dit tout à fait au lieu de dire oui. Il est vrai. Là non. C'est comme si dans l'expression tout à fait, on voulait vraiment dire tout à fait, ce que plus personne n'entend. Là, il est vrai, il faut vraiment entendre, il est vrai que les Allemands. C'est la vérité. Une vérité qu'on ne voit pas, à laquelle on ne songe pas. Par une sanglante barrière toujours renouvelée. Fabuleux. C'est-à-dire que c'est complètement déshumanisé. La sanglante barrière toujours renouvelée, on voit très bien que c'est comme si les êtres humains qui meurent à la guerre, ceux qui font la guerre, ceux qui en subissent les conséquences au prix de leur vie, finalement sont complètement occultés. C'est une barrière mécanique qui se met en branle tel un automate, comme une fonction naturelle pour préserver la vie des planqués. Les planqués, en tout cas ceux qui sont à l'arrière, ceux qui ne sont pas au front. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on a l'impression que c'est une sorte que cette barrière se déclenche d'elle-même dans la gratuité successive des vies qui ne comptent pour rien et qui viennent tranquillement protéger ceux qui n'y songent même pas. J'adore ça, c'est fabuleux. Je vous relis la phrase. Tels les Verdurins donnaient des dîners, entre parenthèses, puis bientôt Madame Verdurin seule, car Monsieur Verdurin mourut à quelque temps de là. Le car est génial, car. Et Monsieur de Charlus allait à ses plaisirs, sans guère songer que les Allemands fussent, immobilisés, il est vrai, par une sanglante barrière toujours renouvelée, à une heure d'automobile de Paris. Donc la barrière, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui pousse comme un arbre, du lierre. Elle est là de manière totalement... Elle coule de source. Et donc les êtres humains qui l'incarnent sont ici totalement désincarnés, occultés, défigurés. Une génération spontanée de sacrifices humains parfaitement obéissante à la volonté indolente des planqués, toujours renouvelée. Donc on a l'impression aussi que c'est une chair, une matière première infinie et qui ne coûte rien et qui a plaisir à venir protéger les songes de Charlus. J'aime bien aussi la répétition du mot Verdurin, mot totalement ridicule, non absurde. Tels les Verdurins donnaient des dîners, puis bientôt Madame Verdurin seule, car Monsieur Verdurin. On voit très bien là quand même quelque chose de fou. C'est cette répétition mécanique d'un mot jusqu'à temps qu'ils ne veulent plus rien dire. Les Verdurins, bientôt Madame Verdurin seule, car Monsieur Verdurin, on est dans une espèce de rabâchage automatique aussi des noms, mais des noms qui ne signifient que leur propre vacuité. Il n'y a rien derrière. Madame et Monsieur semblent beaucoup plus importants que le nom de Verdurin. Et d'ailleurs, souvent Proust dit Charlus, et là il dit Monsieur de Charlus. C'est-à-dire qu'il insiste sur les Monsieur, Madame, etc. Parce qu'il y a une certaine dignité. La dignité n'est pas du tout, et le respect et les honneurs rendus ne doivent pas l'être à ceux qui partent au combat, mais à ceux qui n'y sont pas, à ceux qui flânent et qui vont à leur plaisir. C'est eux qui ont de l'importance. Il allait à ses plaisirs. Ses plaisirs. Les Verdurins y pensaient pourtant, dira-t-on, puisqu'ils avaient un salon politique où on discutait chaque soir de la situation, non seulement des armées, mais des flottes. Donc là, on est dans l'ironie totale. Ils pensaient. On voit très bien là que, évidemment, il n'y a aucune pensée. Il n'y a pas du tout la moindre pensée. Ils y pensaient, c'est simplement une répétition de « ils y songeaient ».
Et alors avec ce truc fabuleux, c'est que le contenu est censé donner un sens au contenant, c'est-à-dire le fait d'avoir un salon politique est censé légitimer le fait que les conversations sont de l'ordre de la pensée. Exactement comme si le fait d'acheter les partitions de listes font de nous un interprète génial. C'est pas parce qu'on a un Pléiade d'Hemingway en poche qu'on va avoir le génie d'Hemingway. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en contact avec quelque chose qui légitime une éventuelle fonction que par définition, dans une chaîne de causalité, on va pouvoir donner à cette coquille vide quelque chose de l'ordre de la pensée. Le fait d'avoir un salon politique, le fait d'avoir, si je monte un gymnase demain matin, je ne vais pas être je vais pas être un gymnase de premier ordre pour autant. Donc là, si vous voulez, on est dans l'habillage. C'est l'habit fait forcément le moine. Donc on est dans le camouflage. On est donc dans quelque chose qui empêche également la pensée. On est dans quelque chose qui finalement officialise l'inverse, le contraire de la pensée. Les Verdurins y pensaient. Pourtant, dira-t-on, le on est fabuleux, parce que c'est le on à qui on donne les dîners. C'est le nom de l'impersonnel. On, c'est évidemment personne. C'est les ectoplasmes dont je parlais tout à l'heure. On donne des dîners, c'est-à-dire on donne des dîners à on. Le on est évidemment une absence totale de sujet. C'est le on des automates. C'est un on du mécanisme. Dira-t-on. C'est aussi le on du quand dira-t-on. Puisqu'ils avaient un salon politique où on discutait chaque soir de la situation, non seulement des armées, mais des flottes. Là, c'est fabuleux, non seulement des armées, mais des flottes. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent tellement précisément au sujet que les flottes viennent en plus. C'est-à-dire qu'ils sont également spécialistes géopolitiques, militaires, etc. On voit très bien que la pensée est totalement inexistante, puisque il y a la répétition de chaque soir, non seulement donne des idées, mais chaque soir dans ce salon politique. Et là, finalement, le chaque soir, il renvoie à une manie moderne d'aujourd'hui, qu'on va voir encore plus tout à l'heure. C'est cette aberration du commentaire dans quelque chose d'infâme qu'on appelle en temps réel. Et là, finalement, Madame Verdurin et ses invités essayent d'abord d'être spécialistes de ce qu'ils ne sont pas, bien sûr, et donc de penser la situation en temps réel, chaque soir. En temps réel, c'est le temps évidemment, le temps mécanique du tweet, le temps de tout ce qui doit se faire, toujours en direct. Je vais vous lire à ce sujet, sur le temps réel, etc., un extrait que j'ai beaucoup aimé dans le livre de Stéphane. Tout est relié à tout, hein, vous avez bien compris. À force de nier le temps, cette planète ridicule s'est décatie à très grande vitesse. C'est d'une civilisation obsolète que participent non seulement les kiosques à journaux, les quotidiens aux éditoriaux aussi recyclables que le papier sur lesquels on les imprime, les torchons gratuits financés par la réclame, les insolents monceaux d'immondices illustrés appelés magazines, les diffusions en boucle des chaînes de désinformation, les débats débiles des chroniqueurs exténués par leurs navettes incessantes entre studios radio et télévision, tels d'égotistes cochons d'Inde tournant à perpétuité dans leur cage, mais encore les gloses médisantes et ordurières des blogs, et même les vaguelettes saumâtres des commentaires, version connectée du courrier des lecteurs, où s'épanche l'insondable crétinerie désœuvrée des nouveaux pinailleurs du nihilisme, ces mal nommés internautes qu'on ferait mieux d'appeler entre nuls. Eh bien, cette cloaca maxima, multimédiatique, encore inimaginable il y a 10 ans, ce maelstrom insensé d'images, de commérages, de radotage électronique, appartient pourtant à un monde prématurément flétri par l'apparition d'un nouveau Volapük virtuel dont ni le catholique Schleyer ni le juif Zamenhof n'auraient pu avoir l'idée. Et je vous avoue, mes deux jeunes disciples, Guy et moi, c'est Guy Debord, enfin un avatar, échangeons un sourire sans interrompre le Lucifer, dont la mégalomanie dynastique ne nous surprend plus depuis longtemps. Que je me réjouis pas peu de voir ces nouvelles générations d'animalcules sapiens gazouiller leur indigence dans leurs phrasés microscopiques de 140 caractères sur des machines à écran aussi miniaturisées que leur cervelle. Je trouve qu'on est en plein dans le sujet. C'est-à-dire que chaque soir, il faut remplacer par tous les 5 minutes. On refait la situation en temps réel, on envoie son gazouillis qui ne peut pas penser. Pensez bien que si on pouvait exprimer, tout le monde n'est pas Heidegger, tout le monde n'est pas Sioran. On ne peut pas envoyer comme ça des gazouillis de 140 lignes qui pensent, tous les 5 minutes, sur une situation qu'on ne maîtrise pas.
Donc en fait, on continue à lui donner les dîners à la Verdurin, sauf qu'on les donne depuis un iPhone. Et on ne lit plus le journal comme Madame Verdurin, mais on reçoit les informations sur ce même iPhone ou sur un iPad ou sur Internet. Et on pourrait trafiquer le texte de Proust et en le rafistolant bien, on pourrait parler très facilement des réseaux sociaux. Il pensait en effet à ces hécatombes de régiments anéantis. Donc là, on est sur iPad, puis on regarde par exemple ce qui se passe en Syrie, tout en donnant rendez-vous à une petite amie, en gazouillant, en disant tiens, machin est chauve, tiens, il a grossi, en tweet. Voilà, la médisance, information, irréalité, écran, on a tout. D'ailleurs, l'écran est fabuleux parce que là, on est étymologiquement dans le truc, c'est-à-dire que l'iPad et l'iPhone font vraiment écran. Là encore, il y avait un salon politique. Il y avait, comme seul écran, il y avait la crétinerie. Maintenant, il y a vraiment l'écran physique, on le voit. Il pensait en effet à ces hécatombes de régiments anéantis, on peut penser à la Syrie actuelle, de passagers engloutis, mais une opération inverse multiplie à tel point ce qui concerne notre bien-être et divise par un chiffre tellement formidable ce qui ne le concerne pas, que la mort de millions d'inconnus nous chatouille à peine et presque moins désagréablement qu'un courant d'air. C'est-à-dire qu'au même moment où sur votre iPad, vous voyez qu'il y a 30, je sais pas, il y a eu 300 morts en Syrie hier, mais que sur un morceau du même écran, vous voyez que le nouvel iPhone va sortir, la joie que vous inspire la sortie imminente du nouvel iPhone abolit et divise par un milliard, évidemment, la petite horreur que vous venez de lire sur la Syrie qui est déjà immédiatement oubliée. Madame Verdurin, souffrant pour ses migraines, de ne plus avoir de croissant à tremper dans son café au lait, avait fini par obtenir de Cottard une ordonnance qui lui permit de s'en faire dans certains restaurants dont nous avons parlé. Alors ça, c'est génial, parce que d'abord, il y a la vision du croissant qu'on trempe, et elle apprend, Madame Verdurin, que le Lusitania, qui est un paquebot, alors pour le coup, je suis allé voir sur Internet, torpillé par les Allemands le 7 mai 1915. C'est-à-dire que le croissant qu'on trempe dans le café au lait est déjà une image microscopique, ce dont je parlais tout à l'heure, d'un événement macroscopique qui est le bateau qui coule. C'est-à-dire que le croissant s'incline exactement comme s'inclinerait le Titanic coulant dans l'eau, quoi. On voit vraiment la même oblicité, enfin c'est le même geste en fait. Et donc on a ce qu'a annoncé Proust tout à l'heure, le microscopique et le macroscopique, dont Céline nous a aussi parlé, car il nous parle en ce moment. Souffrant pour ces migraines, alors on ne connaît pas le chiffre exact, on ne connaît pas le nombre de morts qu'ont pu faire ces migraines. De ne plus avoir de croissant trempé dans son café au lait. Alors ce que j'aime, c'est le café au lait. C'est-à-dire qu'en aucun cas, elle ne peut se contenter de café. Exactement comme elle continue à être les Verdurin sans M. Verdurin, son café continue d'être au lait, quoi. Conflit mondial ou pas, le café sera au lait. Ça ne sera pas simplement du café. Au front, il fait ce qu'on peut, mais imperturbablement, le café restera au lait. C'est innégociable d'une certaine manière. Et c'est son effort de guerre à elle, Madame Verdurin, que d'avoir fini par obtenir de Cottard une ordonnance qui lui permet de s'en faire dans certains restaurants dont nous avons parlé. Alors, il y a plusieurs choses. La conséquence de la guerre sur Madame Verdurin, la conséquence numéro 1 de la guerre sur elle, c'est quoi? Eh bien, c'est plus grave que la mort de son mari, qui n'était qu'une excroissance. C'était de ne plus avoir de croissant à tremper dans son café au lait. C'est la chose qui l'a le plus traumatisée. Parce qu'elle avait des migraines. Elle n'avait pas d'espèce de bourdonnement lié au tir d'artillerie. Elle n'avait pas non plus une jambe fantôme, un membre fantôme qui la gratouillait. Non, elle avait des migraines. Peut-être qu'elle imaginait le front et qu'elle entendait des obus très très lointains dans son imaginaire. Elle y songeait peut-être. Mais en tout cas, elle avait des migraines pendant que les gens se trouent à coups de baïonnette. Elle avait des migraines et surtout, la conséquence numéro 1 du conflit mondial, c'est qu'elle ne pouvait plus tremper son croissant pour régler ce problème de migraine. Et donc, elle a fait son effort de guerre à elle. Elle est partie en guerre d'une certaine manière pour qu'on lui restitue, via une ordonnance, ce croissant qui avait été un des dégâts collatéraux de ce conflit mondial. Cela avait été presque aussi difficile à obtenir des pouvoirs publics que la nomination d'un général. Alors il y aurait un livre à faire sur la notion de presque. La notion de presque, vous savez, j'ai presque été reçu à ce concours. J'ai presque failli jouer avec Johnny Hallyday sur scène. J'ai presque failli être rentré dans la Pléiade. J'ai presque réussi à sortir avec la plus belle fille du lycée. En fait, on veut nous faire croire, il y a une théorie écrite là-dessus, que le presque, c'est une catégorie de la réussite, mais en moins bien. Or, pas du tout, ce sont des catégories métaphysiques complètement différentes. C'est comme le talent et le génie.
le génie, c'est pas le talent en mieux. Eh bien, le presque, c'est pas la réussite en moins bien. Le presque, c'est une catégorie métaphysique dans laquelle se passent en général beaucoup de choses désagréables, notamment la médisance, la haine, etc. Et les citoyens du presque sont en fait pas seulement les ennemis des citoyens de la réussite, mais une catégorie qui ne pourra... Enfin, il y a une sorte de frontière inaliénable, un peu comme entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, entre les gens du presque et les gens du oui, on a réussi. Le presque n'est pas du tout quelque chose qu'il faut considérer comme un processus qui, en se continuant, aurait abouti à quelque chose. Le presque est scié à sa base. C'est-à-dire que le presque a sa propre philosophie et il a quasiment son propre échec en lui-même, mais plutôt que d'être flamboyant dans l'échec, il est médisant dans ce même échec. C'est-à-dire que le presque est finalement l'ennemi de toute forme d'art et de pensée et toute forme d'accomplissement possible. Le presque est celui qui n'a pas réussi à penser, mais il a bien fallu qu'il dise et qu'il parle pour essayer d'arriver à penser. Donc dans le presque, il y a une incompatibilité totale avec la pensée. Le presque est incapable de révéler l'être, le presque est incapable de dire. C'est celui qui n'a pas été autorisé ou capable d'aboutir à, de rendre gorge. Es-gibt, le presque n'a pas, il y a es, mais il n'y a pas gibt. Il y a peut-être essiste, il est quelque chose, mais il n'a pas donné. Il n'a pas réussi à se sortir de lui-même pour être autre chose que lui-même. Donc il est resté bloqué dans un processus qui a toujours déjà été atrophié dès le départ. Ce n'est pas du tout quelqu'un, dans la littérature en tout cas, ça n'a aucun sens que d'avoir presque fait un bon livre ou d'avoir presque réussi à dire quelque chose. Si on a presque dit, c'est qu'on a plagié, c'est qu'on s'est inspiré, c'est qu'on a caricaturé, c'est qu'on a mal digéré. Mais dans le presque, il ne faut pas imaginer que c'est de la pensée qui n'a pas abouti. C'est une pensée qui est atrophiée dès le départ. On veut nous faire croire que le presque est situé à la sortie, alors qu'il est situé à l'entrée. Donc, par une espèce d'aberration optique, le presque veut nous faire croire qu'il est quasiment à égalité avec le non presque. Mais c'est faux. Le presque a toujours été déjà un presque de naissance. Il est vraiment né, mais il a presque vécu. Et non, il n'a rien dit. Avoir presque pensé, avoir presque dit quelque chose, c'est n'avoir non seulement rien dit, mais c'est pire que ça, c'est d'avoir apporté du bruit. Avec le silence, on n'est pas dans le presque, on est dans quelque chose d'absolu et de totalement abouti. Dans le presque, on n'a finalement que les gazouillis, si vous voulez. Les tweets, c'est presque du surrend, mais ça n'en est quand même pas. Ça en a la forme, ça en a la longueur, mais ça n'a pas la densité. Je dis surrend, j'aime pas surrend, mais parmi vous, il y en a peut-être qui l'aiment, donc il est tout à fait respectable, mais je n'ai pas pu le lire, j'arrive pas. En fait, c'est l'inventeur des Twitter, peut-être, des tweets. Enfin, c'est pas, bref. Imaginez un autre, le cardinal de Ray, c'est mieux. Donc cela avait été presque aussi difficile à obtenir des pouvoirs publics que l'administration d'un général. Sauf qu'on voit que c'est deux catégories métaphysiques totalement différentes. Et là, je crois que c'est l'acmé du paragraphe. Elle reprit son premier croissant le matin où les journaux narraient le naufrage du Lusitania. C'est grandiose. C'est-à-dire que là, le naufrage du Lusitania est vraiment le décor de l'événement le plus important, si vous voulez. Au premier plan, il y a, comme événement qui fait en fait la une de son journal intime, le fait qu'elle reprit son premier croissant ce matin-là. Le matin où, voilà une petite date à retenir de manière mnémotechnique, le Lusitania a fait naufrage. C'est un épiphénomène, ça n'a aucune importance. Alors, évidemment, on peut alors je reviendrai là-dessus, hein, tout en trempant le croissant dans le café au lait et donnant des pichenettes à son journal, pour qu'il puisse se tenir grand ouvert sans qu'elle eût besoin de détourner son autre main des trempettes. Vous voyez, un peu comme, il y a quelque chose de génial, parce que elle donne des pichenettes et des trempettes, et elle a le croissant, en fait. Quand elle a le croissant dans les mains, elle a le Lusitania dans les mains. Donc c'est Gulliver, Madame Verdurin, c'est un géant. Elle donne des pichenettes, on a l'impression que les millions de morts de la guerre, ou les millions de noyés, sont noyés parce que, comme Gulliver avec les Lilliputiens, c'est elle qui a foulé des pichenettes. Et d'ailleurs, les termes en hête qui induisent quelque chose de petit, pichenette, trempette, vous voyez, en fait, c'est le Lusitania qui fait trempette. Donc il y a quelque chose de gigantesque chez elle, et on pourrait considérer quasiment,
c'est encore le microscopique, qu'elle est responsable de tout ça, sans le faire exprès. Comme quand les géants se baladent, en fait, ils font des millions de morts en marchant, mais ils ne s'en aperçoivent pas, ils ne sont pas vraiment méchants. Et le génie de Proust ici, c'est qu'on a l'impression que d'une certaine manière, les victimes du Lusitania et toutes les victimes de la guerre sont des victimes de la balade de cette géante qu'est Madame Verdurin, en donnant des pichenettes à son journal pour qu'il puisse tenir grand ouvert, sans qu'elle eût besoin de détourner son autre main des trompettes. Elle disait « Quelle horreur! Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies. » Mais la mort de tous ces noyés ne devait lui apparaître que réduite au milliardième. Vous voyez, c'est un géant, Madame Verdurin, c'est Gulliver. Car tout en faisant la bouche pleine, ces réflexions désolées, vous voyez que la bouche pleine, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que, on l'a vu dans la lettre au père, que le père de Kafka lui dit des onomatopées judaïques, c'est-à-dire qu'il essaye vaguement de lui transmettre la parole, mais comme il est à table et qu'il a la bouche pleine, qui d'ailleurs à son fils ne parle pas la bouche pleine, mais lui il le fait, on voit que la parole ne peut pas se transmettre quand la bouche est pleine. Donc vraiment là, il y a tout. Il y a donc le fait que, comme elle est un géant en face de cet épiphénomène qu'est la guerre, dont elle est sans doute responsable avec ses pichenettes, elle balance des clichés. Quelle horreur, cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies. Elle est dans cette indignation mécanique dont on va reparler. Et tous ces noyés ne lui apparaissent que réduits au milliardième, car tout en faisant la bouche pleine, ces réflexions désolées, réflexions, on voit bien que c'est de l'ironie totale, l'air qui surnageait sur sa figure, c'est quelque chose de figé, amené là probablement par la saveur du croissant, si précieux contre la migraine, était plutôt celui d'une douce satisfaction. Alors, je vais vous lire un passage de Gombrowicz. Il dit « Aujourd'hui, pour nous, tragédie et grandeur, tragédie et profondeur, tragédie et vérité sont devenus synonymes. Ce qui veut dire que nous ne savons plus être grands, profonds ni authentiques autrement que sur le mode tragique. » C'est vrai aussi que le mode tragique est une sorte de forme de blocage et de barrage à la parole. Il y a des intellectuels partout, Peggy. Il y a des intellectuels partout et il y a des intellectuels de tout. C'est-à-dire, il y a une immense tourbe d'hommes qui sentent par sentiment tout fait. Quelle horreur, elle le dit, hein. Quelle horreur. Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies. Il y a une immense tourbe d'hommes qui sentent par sentiment tout fait. Dans la même proposition qu'il y a une immense tourbe d'hommes qui pensent par idée toute faite. Et dans la même proportion, il y a une immense tourbe d'hommes qui veulent par volonté toute faite. Dans la même proportion qu'il y a une immense tourbe de chrétiens qui répètent machinalement les paroles de la prière. Et l'on pourrait aller longtemps et passer dans tous les compartiments, et l'on pourrait dire, dans la même proportion, il y a une immense tourbe de peintres qui dessinent par des lignes toutes faites. Il y a aussi peu de peintres qui regardent que des philosophes qui pensent. Il est vrai que l'immense majorité des hommes pensent par idée toute faite, par idée apprise. Mais il est vrai aussi, de même et partout, il est vrai que l'immense majorité des hommes voient par vision toute faite, par vision apprise. Il y a une paresse universelle et pour ainsi dire infatigable. C'est le travail qui se fatigue, mais la paresse, mais la fatigue ne se fatigue pas. Empêcher l'homme de descendre certaines pentes, n'est-ce point un travail de géant? Empêcher l'homme de descendre certaines pentes sentimentales, certaines pentes morales, certaines pentes de conduite, n'est-ce point le travail et la plus grande partie du secret de tant d'art et des plus grandes morales? Empêcher l'homme des habitués, désentraver l'homme, des habitués, hein, désentraver l'homme de descendre certaines pentes mentales, si seulement on y réussissait, certaines pentes de pensée. Soyons convaincus qu'il y avait la matière, objet, à une très grande logique, à une très grande morale, à une très grande métaphysique. C'est-à-dire, en fait, la métaphysique de la parole qui va, de la parole qui peut se dire, qui peut donner, le Esgypte. Alors, de manière totalement ironique, parce que je ne peux pas lire Gombrowicz sans être totalement dupe de ce qu'il dit, Gombrowicz essaye de prendre le point de vue de Madame Verdurin dans son journal. On pourrait gloser longtemps sur ce texte parce que c'est plus complexe que ça. Il défend une sorte de localité comme universalité, mais je pense aussi qu'il y a une forme d'ironie, parce que comme il était quasiment à demeure à cause de sa pauvreté, il ne pouvait pas voyager beaucoup, et donc je pense qu'il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, il a décidé de s'enfermer dans une position où l'ultra-localité peut donner sens à sa vie. Samedi, une vie limitée, locale. Donc je reviens aux Verdurins. Ils sont dans leur salon et ils ne vivent le monde que par une sorte d'analyse et de commentaire de ce qu'ils lisent dans les journaux. Ils tweetent. Une vie limitée, locale. On vit de ce que le jour apporte. Personne ne regarde autour de soi. Chacun regarde son propre sentier défiler sous ses pieds. Travail, famille, gestes, vivre,
tant bien que mal, concrètement. C'est fatigant et attirant à la fois. Ah, j'aspire tellement à cette limitation. J'en ai déjà assez du cosmos. Je constate en moi la crise de l'universalisme. Je suppose que c'est la maladie du siècle. Son diagnostic est le suivant. De siècle en siècle, nous avons élargi nos horizons. Notre vision a fini par embrasser toute notre planète. Nous exigeons une morale pour tous, une loi pour tous pour tous, tout pour tous. Et puis il s'avère que c'est au-dessus de nos forces. Catastrophe, déception, banqueroute. C'en est fini pour moi de la panégalité, de la toute justice, du tout amour et de toute universalité en général. Ce n'est pas que je n'en veuille pas, mais je ne peux pas l'assumer. Je ne suis pas Atlas pour porter sur mes épaules le poids du monde. Moi qui naguère encore reprochais aux catholiques et aux communistes leur égoïsme aristocratique face aux animaux, me voici qui conteste l'égalité entre les humains mêmes. Que de contradictions en moi! Serait-ce que je me constitue en réaction contre tout ce processus d'universalisation en cours? Je suis tellement formé à la dialectique, tellement préparé à voir dépasser ces thèmes dont m'a farci mon époque. Banqueroute du socialisme, de la démocratie, de l'esprit scientifique, que j'attends presque avec impatience la réaction imminente. Je suis pour ainsi dire moi-même cette réaction. Me rétrécir, me limiter, ne vivre que ce qui est ma vie, une vie concrète et privée. J'en ai par-dessus la tête des théoriciens qui voudraient m'intéresser à la Chine. Je n'ai jamais vu la Chine, je ne la connais pas, je ne suis jamais allé. J'en ai assez qu'on m'ordonne de regarder en frère un homme qui n'est pas mon frère. Je vais m'enfermer dans mon cercle sans chercher à voir plus loin que ne me le permet ma vie. En finir avec cette universalité maudite qui m'entrave plus que la plus exiguë des prisons et renaître à la liberté du limité. Je prends note de ce désir en moi, aujourd'hui attend-il. Finalement, ce qu'il fait, c'est que la faiblesse de Mme Verdurin, il la transforme en force. Plutôt que de faire semblant de s'intéresser à, de livrer une parole qui n'est que du presque, il préfère faire d'universalité sa limite et non pas de faire semblant d'aller au-delà de ses limites par du verbiage et du bruit et du cancan. Sur le vocabulaire technique, Gombrowicz l'envisage ici. C'est-à-dire qu'une autre manière de considérer que la parole est creuse, c'est de voir que dans les salons politiques de Mme Verdurin, on devait gloser en utilisant des termes qui ne veulent rien dire, c'est-à-dire des termes appris par cœur dans les journaux, où nous, aujourd'hui, quand on voit la manière dont les politiciens parlent, avec un langage qui n'a comme but que de nous faire oublier le langage, qui n'est qu'une dissimulation, un voile, c'est-à-dire un langage technocratique ou techniciste, qui est celui des modes d'emploi des machines à laver, qui est une autre manière dont la société s'y prend pour occulter, non pas le réel, qui n'existe pas, mais la vérité. C'est-à-dire une manière de parler pour empêcher la parole d'avoir lieu. Je vais vous lire encore un passage, et après j'en aurai quasiment terminé, du livre de Stéphane, un passage très réussi sur justement cette glose, ces commentaires, mais aussi cette présentation de la réalité sous la forme de ce qui est le contraire même de la parole et le contraire même du langage, c'est-à-dire pire encore que le cliché. C'est l'inverse du cliché, c'est-à-dire un langage qui est destiné à ne pas être compris par autrui et qui, en même temps, trimballe ce que trimballe ici Mme Verdurin, un total égoïsme. Car la parole doit être une forme d'amour, c'est une forme de prière, la parole même littéraire, et donc il doit y avoir de l'empathie. Et derrière la technicité du langage, il y a un égoïsme effarant, glacial, froid, d'une neutralité infinie, qui non seulement empêche de dire, empêche de donner. Vous voyez que le langage es gibt, la parole, il y a un don. Et bien celui qui ne peut pas parler, qui ne peut pas donner, der nicht geben kann, et bien celui-là est forcément un égoïste. On retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure avec Heidegger. Quand la parole ne donne pas, c'est une parole d'égoïste. Et je trouve ce passage dans ton livre, Stéphane, sur l'égoïsme, vraiment très très réussi. DSK de Lynn Ducrane. Nelson, c'est son gardien, le connaît mal. Rien ne saurait atteindre son être en fuite calfeutré, empli de lui-même, de ses propres mots. Pas de ces mots, M-A-U-X. Ces mots, M-O-T-S, ceux des formules toutes faites. Donc on l'a par exemple dans Quelle horreur de Mme Verdurin, dont il se crédite en permanence, qui tresse depuis toujours un paravent entre lui et le monde. Sauf que DSK, lui, c'est pas Quelle horreur. Son Quelle horreur à lui, sa manière de ne pas dire à lui, c'est dans le langage dont nous parle maintenant Stéphane, équation statistique, baratin socio-économique, notation algébrique de ces inlassables parties d'échecs, tournure conciliante hypocrite dès qu'une divergence surgit avec un autre être humain. Depuis toujours, DSK s'assourdit d'assertions, non pas au sens banal où il s'écoute parler, mais au sens où, comme dans les cabines des avions où le vacarme des réacteurs est atténué par un dispositif électronique anti-bruit, les mots de DSK produisent un contre-bruit,
Un brouhaha inverse, une sourdine captivante qui lui permet de ne pas entendre l'écroulement de tout et les hurlements de ceux qui appellent à l'aide sous les décombres. En 1982, près de 30 ans avant d'écouter sans les entendre les tragiques récits de Nelson, DSK participait à son premier débat télévisé. Il venait de publier un essai consacré à l'endettement des ménages. Il n'était alors qu'un professeur d'économie à l'université de Nanterre, avec d'épais cheveux noirs, une barbe bien taillée trouée de 2 cercles glabres sous les commissures et de grosses lunettes à monture transparente qui lui conféraient un air d'espion oriental camouflé sous des attributs postiches de farce et attrape. C'est d'être une émission qui s'appelle Aujourd'hui Madame. Prémonitoirement entouré de femmes, c'était une émission réservée aux ménagères diffusée l'après-midi, il s'était déjà révélé maladivement insensible au malheur. Une téléspectatrice invitée au débat venait d'évoquer, on est plein en Verdurin, vous voyez qu'on est vraiment, oh quelle horreur. Une téléspectatrice invitée au débat venait d'évoquer longuement ses difficultés financières, la suffocation des dettes accumulées sur son modeste ménage, les crédits bloqués, les liquidations de biens, la voiture neuve non encore remboursée reprise par les huissiers, la perte de sa maison puis de son emploi, la vie en caravane avec son mari et ses enfants, les proches qui se détournent, l'humiliante spirale de misère moisie dans laquelle sombrent tant de petites gens. Durant tout le témoignage, donc là ça verdurine, vous allez voir, ça va verduriner, durant tout le témoignage de cette femme, DSK se tortilla ostensiblement sur son fauteuil, il plante en fait son croissant dans le café au lait, il donne des pichenettes, comme s'il s'était assis par mégarde sur un décombre venu d'Agadir, qui lui serait rentré inconfortablement dans une fesse, parce qu'il avait échappé à une catastrophe à Agadir. Quand on lui passa la parole, ironiquement intitulée Parole par Stéphane, il prit un sourire forcé, exactement la même grimace des paupières qu'il allait arborer des décennies plus tard, au sommet de sa carrière, face à chaque journaliste lui demandant s'il comptait se présenter à la présidentielle en 2012. Un rictus de traître d'opérette, portant ses pires arrière-pensées en bandoulière. Il commença par badigeonner de démagogie les propos de la pauvre femme. C'est vrai que l'histoire que madame vient de nous raconter est tout à fait dramatique. C'est donc on est exactement dans « Quelle horreur, cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies ». On peut intervertir, Cela dit, le tonus qu'elle semble manifester fait espérer qu'assez rapidement elle puisse arriver à s'en sortir. J'ai l'impression que finalement, contrairement à ce que vous disiez il y a 30 secondes, vous prenez ça assez bien. Stéphane n'invente pas, c'est vraiment DSK qui a dit ça dans une émission de télé. Intrinsèquement égoïste, telle la duchesse de Guermantes à qui Swann annonce sa mort prochaine, mais Stéphane aurait très bien pu dire telle Madame Verdurin lisant une phrase du Litania. Encore que là, ce soit plus fort parce que la mort de Swann, c'est juste un décor dans la vie de Madame de Guermantes, qui est solipsiste à degré. DSK aussi pensait que la meilleure manière de résoudre les conflits était de les nier. Prenant tout à la légère, il ne semblait pas même comprendre qu'il existait autre chose au monde que sa légèreté imbécile et sa fausse science insensible. Souriant à la dame au bord du gouffre, il continuait de professer ses truismes tarés. Le problème qui est en cause, ce n'est pas de vivre avec des dettes, c'est de ne pas pouvoir rembourser les dettes. Autant affirmer que les problèmes d'argent n'en sont pas et qu'il n'y a que des problèmes de manque d'argent. Était-ce du cynisme? Pas réellement. C'était là encore une fuite vers le jouir. Les envolées vides, les sourires factices, les grands mots puisés au vocabulaire socio-économique le plus consternant, le corps social, la solidarité intergénérationnelle, les fluctuations des taux d'activité, la capitalisation collective, la transmission héréditaire du patrimoine non humain, servaient de flèches du part, protégeant sa retraite vers la concupiscence, intimidant l'adversaire par leur sérieux de façade, le maintenant à distance par l'apparente inaccessibilité de leur signification. Ayant à répondre à un discours humain, DSK tournait en boucle autour du creux qui lui servait de cœur. Était-ce du mensonge? Non plus. Elle ment pas, Madame Verdurin. DSK, le premier, avouait l'inanité de sa discipline. Se balançant sur sa chaise, il écouta posément une question de la présentatrice permanentée. Il s'ennuyait visiblement et répondit avec une franchise qui aurait désarmé n'importe quelle présentatrice permanentée si elle avait pu envisager l'imposture que recouvre l'appellation économiste-sociologue. Dominique Strauss-Kahn, vous êtes économiste-sociologue. Est-ce qu'on observe un changement de mentalité face aux dettes, face au crédit, face à l'argent que l'on doit? Écoutez, répondit DSK avec un léger agacement dans la voix qu'il maquilla derrière un sourire forcé. De façon générale, on n'observe pas grand-chose. On essaye de faire des hypothèses à partir de quelques éléments qu'on a, et elles valent ce qu'elles valent. C'est-à-dire rien, qu'il une fraction de seconde l'honnête tentation d'ajouter. Et alors, c'est vrai que quand je vous disais qu'il y avait des choses qui bloquaient la parole, la médisance, tout à l'heure, l'indignation, après je vais conclure avec Nietzsche sur l'indignation, la compassion, la fausse compassion, plutôt c'est ça Nietzsche dont il parle, la compassion. Il y a aussi, Stéphane, un truc qu'on pourrait ajouter, qui est un des chapitres de ton livre, c'est la péroraison, la notion de péroraison. On n'est pas loin du pépiment. Un exemple de...
parce qu'en plus Stéphane met la péroraison techniciste de DSK et ensuite le SMS, tout aussi technicien mais dans un autre genre, et il les colle l'un à l'autre. 30 ans plus tard, cette sorte de franchise serait définitivement bannie des conférences lénifiantes du FMI. Elle se réfugierait dans les SMS débiles que DSK enverrait à ses amis partouzeurs entre deux péroraisons sur la crise mondiale. Donc péroraison, la poursuite du processus de réduction de l'effet de levier dans les établissements financiers de par le monde, conjugué à l'effondrement de la confiance des consommateurs et des entreprises, affaiblit partout la demande intérieure. Le repli du commerce mondial se poursuit à un rythme alarmant et les prix des produits de base se sont effondrés. SMS, j'emmène une petite faire les boîtes de Vienne, ça te dit de venir avec une demoiselle? Voilà deux manières dont la parole est atrophiée. Et si vous voulez, la manière, parce que là il dit une petite demoiselle, mais en général DSK il appelle les femmes, vient avec du matériel. Donc on voit très bien que quand la parole n'existe pas, quand on est incapable de dire, donc de penser, parce que DSK, contrairement à sa réputation de grand intelligent, j'ai rien contre lui personnellement, mais c'est un type qui n'a jamais pensé de sa vie. D'ailleurs pour penser, il faut déjà ouvrir un livre autre qu'un livre d'économie. Et je pense que, pour le coup, que c'est quelqu'un qui n'a jamais pensé. Il a peut-être réfléchi, ça c'est bien, il a sans doute réfléchi. Quand on joue aux échecs, on réfléchit. Mais penser, c'est pas du tout réfléchir, ça n'a strictement rien à voir. Déjà, penser, c'est dire. C'est pas permis à tout le monde de pouvoir dire. Et donc lui, il prouve qu'il ne dit rien. Car entre dire à une femme qu'elle est du matériel et dans l'autre, donner des gloses sur la société qui n'ont qu'une finalité, c'est de voiler le vide, on est dans tout sauf de la pensée. Donc on peut être quelqu'un d'intellectuellement très intelligent et ne pas penser. D'ailleurs, la pensée n'a jamais été l'apanage ni le monopole des gens intelligents. Ça n'a strictement rien à voir. L'intellect et la pensée sont deux choses qui de temps en temps ont à voir. Mais je ne pense pas que les grands écrivains soient des gens qui ont forcément, comme on dit, parce qu'on est dans la technicité, un quotient intellectuel. C'est bon pour résoudre des tests de QI ou gagner aux échecs. Mais ça ne dit rien sur la parole et sur la littérature. Nietzsche, le gai savoir, le sérieux pour la vérité, du sérieux pour la vérité. Que de choses différentes les hommes n'entendent-ils pas par ces mots? Or, les mêmes opinions, les mêmes sortes de preuves et d'analyses qu'un penseur éprouve, comme une légèreté à laquelle, à sa honte, il a succombé à tel ou tel moment. Ces mêmes opinions peuvent donner à un artiste qui les découvre et qui vit pour un temps avec elles, la conscience que désormais le sérieux le plus profond pour la vérité l'a saisi, et qu'il est digne d'admiration, lui, bien qu'il soit un artiste, de n'en avoir pas moins montré le plus sérieux désir du contraire de l'apparence. De la sorte, il est possible que par son pathos même du sérieux, quelqu'un trahisse la façon superficielle et limitée dont son esprit avait joué jusqu'alors dans le domaine de la connaissance. Et ne sommes-nous pas trahis par toute chose que nous prenons avec gravité? Elle montre où gisent nos lourdeurs et en quoi nous manquons de poids. C'est génial. Il parle de Proust. Avec l'humour, là vous avez une petite chance de montrer que vous pensez. Mais dès lors qu'on vous oblige à faire quelque chose de sérieux, on voit la vacuité de votre pensée. Et moi je vais plus loin. Si vous voulez savoir si quelqu'un pense, vous lui demandez juste d'écrire. Si vous voulez savoir ce qu'un chanteur, un réalisateur de film, un acteur, un intellectuel, un homme politique pense, le simple fait de savoir s'il a une pensée, c'est de lui donner une feuille et d'écrire ce qu'il veut. Si, dans ce qu'il écrit, il n'y a aucune trace d'humour, c'est bien la preuve qu'il ne pense pas. Car de l'humour à l'amour, il n'y a pas loin, et l'humour est une forme d'empathie, c'est une forme d'ouverture à l'autre, de don. Dans l'humour, il y a un esgypte. La parole se donne, on pourrait gloser là-dessus, mais il n'y a aucun grand écrivain, donc grand penseur, qui naît de l'humour. Tous, Heidegger le premier, Proust, Céline, Joyce, Kafka, sont des gens, si vous les avez lus de près, vous avez Balzac aussi, et pas simplement Rabelais, on dit toujours l'humour c'est Rabelais, mais non, mais d'accord, je parle des gens qui ne font pas école de l'humour. Il est impossible d'avoir lu ces grands écrivains sans avoir eu au moins une fois dans sa vie. Normalement, on en a plus, on en a 150 fois par roman, mais un éclat de rire. C'est-à-dire que l'humour n'est pas du tout l'absence de pensée, c'est sans doute ce qu'il véhicule. Alors que l'esprit de sérieux, lui, avec sa technicité, avec ses clichés, vient colmater toute voie vers la parole. Je termine juste, j'ai vraiment terminé, sur l'égoïsme. Nietzsche, parce qu'on parlait d'Esgypte, celui qui est égoïste, ne peut pas donner. Il y a pas de l'être ne peut pas apparaître sous le mot. L'égoïsme est la loi de la perspective de la perception qui fait paraître grand et lourd ce qui est proche, tandis que toutes choses perdent de leur grandeur et de leur poids selon l'éloignement. Donc on est dans Madame Verdurin et c'est Pichenette. Et je vous jure que c'est terminé, Stéphane, je te laisse la parole. C'était sur la compassion, ça me semble très important. Nietzsche, la volonté de souffrance et les compatissants.
J'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais peut-être que la prochaine fois j'en parlerai, parce que ça va très loin. Vous est-il à vous-même avantageux d'être avant tout des hommes compatissants? Et est-il avantageux aux hommes qui souffrent que vous le soyez? Cela même dont nous souffrons le plus profondément et le plus personnellement est incompréhensible et inaccessible à presque tous les autres. C'est en quoi nous restons cachés au prochain, dût-il manger avec nous à la même marmite. Partout, en revanche, où nous sommes remarqués en tant que souffrants, notre souffrance est expliquée de la manière la plus plate. Il appartient à la nature de l'affection compatissante de dévêtir la souffrance étrangère de ce qui lui est essentiellement personnel. Il y a je ne sais quoi de révoltant dans la désinvolture intellectuelle, oh quelle horreur, avec laquelle le compatissant se plaît à jouer le rôle du destin. Il ignore tout de cet enchevêtrement et de ses conséquences intérieures qui se nomment malheur pour moi et pour toi. L'ensemble de l'économie de mon âme et la compensation de celle-là par le malheur, l'irruption de nouvelles sources et de nouveaux besoins, la cicatrisation d'anciennes blessures, le refoulement de différents passés, tout ceci qui peut être lié au malheur n'inquiète nullement la chère âme compatissante. La religion de la pitié, ou le cœur, commande de secourir, et l'on croit avoir le mieux secouru quand on a secouru le plus promptement. Si vous autres adeptes de pareilles religions pratiquez réellement pour vous-même cet état d'esprit dont vous témoignez envers vos semblables, qui ne voulaient pas même laisser une heure durant, votre propre souffrance se reposer en vous-même pour aller sans cesse au-devant de toutes sortes de malheurs possibles, si vous éprouvez absolument la souffrance et le déplaisir en tant que mauvais, haïssable, digne d'être supprimé en tant que tard de l'existence, c'est qu'outre votre religion de la pitié, vous avez encore une autre religion dans le cœur, et celle-ci est peut-être la mère de celle-là, la religion du confort. Ah, combien peu de choses savez-vous de la félicité de l'homme, vous autres âmes confortables et bienveillantes, car bonheur et malheur sont deux frères jumeaux, qui ou bien grandissent ensemble, ou bien, comme c'est le cas chez vous, demeurent petits ensemble. Mais revenons maintenant à la première question. Comment est-il seulement possible de rester dans sa voie? Comment quelques cris nous en distraient? Il est rare que notre œil ne se découvre alors quelques situations qui nous commandent de laisser notre propre affaire pour accourir. Je le sais bien. Il est mille manières honnêtes et louables pour m'égarer loin de ma propre voie, manière hautement morale, il est vrai. Oui, les actuels prédicateurs de la morale, de la pitié, vont même jusqu'à prétendre que cela, et rien que cela, serait moral. S'égarer de la sorte, loin de sa propre voie, et accourir auprès de son prochain. Je le sais aussi, avec non moins de certitude. Je n'ai qu'à considérer une réelle misère et me voilà perdu. Et si un ami souffrant me disait, voici, je vais bientôt mourir, fais-moi donc la promesse de mourir avec moi, les Verdurins, je lui promettrais tout de même que la vue de ce petit peuple de montagnards, combattant pour sa liberté, m'amènerait à lui prêter main forte et à lui offrir ma vie. Pour ne choisir ici que quelques mauvais exemples de bonnes raisons. Oui, tous ces êtres éveillant la pitié et appelant au secours exercent même une secrète séduction. Notre propre voie est en effet une cause trop dure et exigeante et trop éloignée de l'amour et de la reconnaissance d'autrui. Nous ne nous en évadons pas sans quelque soulagement, ainsi que notre conscience la plus personnelle, et cherchons refuge auprès de la conscience des autres, au sein de l'agréable temple de la religion de la pitié. Sitôt qu'il éclate une guerre quelconque, aujourd'hui, ce n'est jamais sans l'irruption d'une volupté, évidemment, tenue secrète, justement chez les hommes les plus nobles d'un peuple. Ils se précipitent avec ravissement dans le nouveau danger de la mort, parce qu'ils croient trouver enfin, dans le sacrifice pour la patrie de cette permission longuement cherchée, la permission d'éluder leur propre but. La guerre leur offre un détour pour parvenir au suicide, mais un détour avec bonne conscience. Et s'il s'agit de taire ici certaines choses, je ne tairai pourtant pas ma propre morale qui me dit « vis cachée, afin que tu puisses vivre pour toi ». Vis dans l'ignorance de ce qui semble le plus important à ton siècle. Mais entre aujourd'hui et toi-même au moins l'épaisseur de 3 siècles. Que les cris d'aujourd'hui, que le vacarme des guerres et des révolutions ne soit pour toi qu'un murmure. Toi aussi tu voudras secourir, mais ne secourir que ceux-là dont tu comprends entièrement la détresse. Parce qu'avec toi ils ont une souffrance et une espérance, tes amis, et ne les secourir qu'à la manière dont tu te secours toi-même. Je les rendrai plus courageux, plus endurants, plus simples, plus joyeux. Je leur enseignerai ce que maintenant si peu de gens comprennent, ce que ces prédicateurs de la solidarité compatissante comprennent le moins, la solidarité dans la joie. Merci.